Bonsoir à tous. Comme chaque vendredi soir, c'est Tambour battant. Tambour battant consacré ce soir à littérature et politique. Alors nous avons invité 4 écrivains. Cécile Guilbert, qui est l'auteur de Les Républicains, publié chez Grasset. Et puis Quentin Lafay, qui est ici au bout, et qui est l'auteur de La Place Forte chez Gallimard. Et puis Jean-Philippe Domecq, qui est ici, et qui est l'auteur de Qu'est-ce que la métaphysique fiction, et d'un roman écrit dans cette perspective qui s'appelle Deuxième chambre du monde, le tout chez Serge Safran, éditeur. Et enfin Denis Grosdanovic, qui est ici l'auteur du Le génie de la bêtise. Alors on va commencer avec vous, Cécile Guilbert, Les Républicains. Je dois dire que c'est assez agréable à lire. Je voudrais rapporter que vous êtes l'auteur d'une importante œuvre littéraire. Et quand on sait que la jeune femme que vous êtes est à la tête d'un essai sur Saint-Simon, que vous avez écrit pour Guy Debord chez Gallimard, que vous avez écrit L'écrivain le plus libre chez Gallimard, Warhol Spirit chez Grasset, qui a eu d'ailleurs le prix Médicis Essai, Réanimation, qui est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est l'histoire d'un homme qui est réanimé, au fond presque, par sa femme, à qui il a un gros accident, et que finalement sa femme veille. La boîte à lettres, les plus belles lettres manuscrites de Voltaire à Édith Piaf, publiées chez Robert Laffont. Et puis je vais ajouter que vous êtes membre de jury littéraire, jury du prix Décembre, et puis jury du prix de la critique. Alors en un mot, je raconte l'histoire de ce livre Les Républicains, le pitch, comme disent certains. La dernière fois que la narratrice... Elle s'appelle La Fille en Noir, la narratrice. Et Guillaume Fransac se sont vus. C'était au concours de l'ENA qu'elle avait raté. Et on peut dire qu'il se retrouve chez Ardisson, donc pour une émission de télévision. Lui, donc Fransac, a passé des cabinets ministériels à la banque d'affaires. Elle a choisi la littérature. Et bien qu'ayant été formée... Ah ben non, c'est vous ça, formée par un patron d'entreprise publique avec qui vous avez travaillé, par un secrétaire d'État avec qui vous avez travaillé. Non, mais c'est pas La Fille en Noir. La Fille en Noir, elle, donc, formée de cette façon, a choisi la littérature. Et je dois dire qu'il y a dans le livre, et ce sera ma première question, quelque chose d'attristé, un peu crépusculaire, une atmosphère crépusculaire. La Fille en Noir et Fransac vont traverser Paris, marcher sur la rive droite pendant un certain temps, s'arrêter dans des bars connus, discuter, aller dans un restaurant, au fond une espèce de flirt intellectuel. Et ce flirt intellectuel, il est sur le fond d'une espèce de grisaille qui est, me semble-t-il, quelque chose d'un peu convenu. Et je voudrais vous interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que cette atmosphère est si triste ? Alors j'ai constaté que ce livre a été beaucoup lu sur ce versant, illusions perdues, crépuscule, désillusion, la fin du désir, etc. Je trouve que La Fille en Noir, justement, n'illustre absolument pas ça. Mais ce que le livre illustre, en revanche, c'est effectivement 30 ans de décomposition politique, des alternances qui ont produit des déceptions, une fonction publique qui, effectivement, en partie est allée pantoufler, revenue, avec une montée du qu'on appellera populisme ou pas, mais enfin, bon, une montée du Front National dans le pays, etc., ce qu'on vérifie tout à fait aujourd'hui. Et c'est ça qui est crépusculaire, si vous voulez, c'est l'état de la France. C'est l'état de la France et l'état de sa classe politique et de ses citoyens et de ce gigantesque... cette gigantesque déception qu'a occasionné la politique, en fait, depuis, je dirais, la fin des années 80, depuis la fin du deuxième septennat de Mitterrand. On a eu l'impression qu'il y a eu des septennats et des quinquennats un peu pour rien, avec 2 présidents de la République récents qui ont, comme on dit, abaissé la fonction, perdu beaucoup en symbolique, en vision. Voilà, c'est ça que constatent les 2 protagonistes du livre. Patrick Tudoret. Moi, je vois effectivement, j'utiliserai plutôt moi, le mot de désenchantement. Donc vous évoquez à un moment la libido dominandi, hein, c'est-à-dire cet appétit de pouvoir, ce plaisir, cette volupté du pouvoir, qui est, comme le disait M. Detout dans Saint-Marc de Vigny, la plus triste des ambitions. Et il y a, non pas chez elle, parce qu'elle, je la vois plutôt comme un antidote justement à ce désenchantement, je vois plutôt chez Fransac, qui pourtant porte un nom de vignoble, ce qui le rachèterait, eh bien, je vois plutôt chez Fransac ce désenchantement et cette fameuse décomposition que vous venez d'évoquer. Cécile Guilbert, j'ajouterais quelque chose. C'est qu'il me semble que la seule personne qui sauve, je dirais, cette atmosphère crépusculaire, c'est effectivement La Fille en Noir. La Fille en Noir parce qu'elle aime la littérature. Oui. Elle aime la littérature, elle est heureuse. D'ailleurs, vous écrivez à un moment, comme Flaubert, tu croyais, vous tutoyez La Fille en Noir,
tu croyais à l'exécration inconsciente du style, car quand on écrit bien, on a contre soi deux ennemis, le public, parce que le style contraint à penser, ça je trouve ça vraiment très bien, l'oblige à un effort, et les gens de pouvoir, parce qu'ils sentent en vous une force qui rivalise avec la leur. Alors les gens de pouvoir sont du côté du crépuscule, et il y a cette fille en noir qui est du côté de la littérature. J'aimerais pas que les choses soient trop schématiques. Il est vrai que Fronsac est un homme qui a choisi plutôt l'exercice du pouvoir en tant qu'éminence grise, dans l'ombre, dans les cabinets, qui a une véritable jouissance de peser sur les choses, d'influencer les décideurs, etc., ou les hommes politiques qu'il a servi. Ce qui est bien différent, d'une certaine façon, de la politique qui consiste quand même à agir, à peser sur la réalité, les contraintes qui sont celles du pays, etc. Donc Fronsac, lui, c'est un homme d'ambition, mais si vous voulez, ce livre n'est pas une condamnation de l'ambition. L'ambition a sa noblesse, surtout quand elle sert une vision, elle sert un projet, une volonté d'action intelligente. C'est vrai que la fille en noir a constaté ça, parce qu'après tout, qu'est-ce qui reste ? Elle a une forme de désillusion, elle aussi, parce qu'elle vit quand même dans un milieu littéraire qui est devenu extraordinairement médiocre. Elle voit quelle est l'idéologie littéraire qui est en cours, parce qu'il y en a une aussi, il n'y a pas que de l'idéologie dans la politique, il y en a une aussi dans la littérature. Et donc elle se lit, le livre se livre, si je puis dire, à une sorte de passage en revue de cette idéologie où finalement le roman est devenu ce totem qui n'est plus en fait servi vraiment, ou voilà, on vit aussi dans le storytelling permanent, on en reparlera sans doute à propos de la politique qui passionne et en même temps dégoûte. Mais comment dire, oui, le style, c'est finalement ce qui reste, c'est la seule arme qu'a un écrivain, finalement, sa plume, c'est son polémos, c'est pas Jean-Philippe Domecq qui nous dira le contraire. Mais vous écrivez, oui, Jean-Philippe Domecq. Oui, en plus, je pense que l'atmosphère crépusculaire que vous évoquez, je crois qu'il faut parler de dépression collective, ça existe. Et l'une des forces du roman de Cécile Guilbert, c'est que précisément, elle broche la dépression collective, historique d'un peuple, et le sentiment personnel, éventuellement une dépression personnelle. Et deuxièmement, les choses ne sont pas en effet frontales dans ce roman, parce qu'elle suggère qu'au fond, la République des lettres, puisqu'on parle des républicains, et que cette expression est exécrable, et d'ailleurs elle le dit, la République des lettres est également gagnée par la même décomposition, la même dépression, c'est-à-dire les valeurs concurrentielles d'une libido dominandi mise au service uniquement d'elle-même. Effectivement, ça fait que cette libido-là, qui en soi est belle, je veux dire, avoir le pouvoir pour pouvoir faire, pour pouvoir agir sur le monde, pour transformer le monde, c'est quelque chose de noble, mais quand c'est uniquement pour avoir le pouvoir, alors effectivement, ça devient très dépressif et autogiratoire, si vous voulez. Et de même sur le plan littéraire. Oui, mais de la même manière que sur le plan littéraire, il y a des gens qui écrivent bien. D'ailleurs, elle écrit dans le livre, à propos de la fille en noir, sa réputation de fine lame sur le front du goût qu'on m'avait conféré, durait depuis quelques années et me donnait le respect du milieu littéraire, du moins de sa section labellisée post-avant-garde classique. Je parle pas de moi. Qu'est-ce que c'est post-avant-garde classique? Non, en l'occurrence, je ne parle pas de moi dans cette phrase. Alors, je parle de mon éditeur, enfin de l'éditeur qui était le mien quand j'ai publié mon premier livre ou quand La fille en noir a publié son premier livre. Et c'est quoi la section post-avant-garde classique? C'est la collection L'Infini, par exemple. Ah, Solaire, c'était visé. Mais il faut être malin pour connaître les petites références. C'est évident. Ah bon, d'accord. Bon, c'est moi, évident. Je voulais dire que Denis Grosdanovic. Ce qui m'a semblé vraiment excellent dans le livre, c'est le dernier chapitre. La conversation un peu... La conversation chez très la Dame en noir. Et quand même, Cécile, vous devez admettre que moi, j'ai trouvé ça très fort, la fille qui s'endort en haut. Et j'ai vraiment pensé à la phrase de Rilke, dans les élégies du Duino, et peut-être vaut-il mieux dormir que de vivre sans compagnon. Excusez-moi, elle a un compagnon, il s'appelle Nathan. Il s'appelle Nathan, il est là, le compagnon, il organise, il y a des amis chez elle. Elle rentre très tard, après avoir flirté avec ce Fronsac, elle rentre chez elle. Et finalement, son mari, Nathan, est en train de recevoir des amis, et il y a une atmosphère plutôt sympathique. Et en même temps, on lance des phrases, comme toujours, qui ne donnent pas à grand-chose. Dont elle mesure l'inanité. Enfin, et à un moment, il y a un passage très beau, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, moi, page 238, où il dit « Les décideurs lui semblaient beaucoup plus agis qu'agissants, plus objets que sujets, jouets ou marionnettes d'une puissance d'arrachement métaphysique qui les dépassait autant qu'ils l'ignoraient. »
Et là, donc, elle a une position vis-à-vis de tout ça qui est finalement... moi, ça me rappelle à un moment l'esprit du Pierre Bezukhov de Tolstoï, donc c'est une référence quand même, pendant la bataille de Borodino, où il sent vraiment que l'homme est jouet de tout ça. Voilà. Et finalement, il ne peut plus, il n'a pas la capacité à agir vraiment sur le fond. Mais je pense que c'est l'oscillation que nous avons tous entre y croire, s'engager, oui. s'y intéresser, penser que des choses sont possibles, et en même temps, parfois, ce dégoût. Pas dégoût, mais si vous voulez, parfois de se dire qu'il y a effectivement une puissance d'arrachement métaphysique qui fait que... quelle est la marge d'action sur les marchés, sur cette ubiquité planétaire dans lesquelles tournent en boucle des réseaux, des puissances, des masses d'argent qui se déplacent à la nanoseconde. Bon, parfois c'est un peu vertigineux. On se dit que bon, quelle est la marge de manœuvre des citoyens, des États. Enfin, c'est un débat de toute façon qui est largement... très ancien, bien sûr. Très ancien et aussi et qui est récemment mis sur le tapis toujours. Et d'ailleurs, vous rappelez, dans ce livre, et c'est une des vertus du roman, vous faites un rappel salutaire à certains bons auteurs, au vrai, à Saint-Simon. Là, il y a le cardinal de Rais qui, lui, est le pendant de Saint-Simon, voilà, dans ce livre, en tout cas pour la fille en noir, Debord, Machiavel, Montluc, Talleyrand, des auteurs qui sont justement dans ces perspectives-là, à la fois engagés dans le monde, l'action, l'observation, des commentaires, et en même temps, parfois, ou même souvent, un certain désenchantement. Oui, mais à travers ces noms, j'ai surtout voulu parler de ce qui me semble un point complètement nodal et crucial de l'identité française, qui est cette auto-réflexion de toute une série d'intellectuels, d'auteurs, mais si vous voulez, qui n'étaient pas des auteurs, en fait, qui étaient des hommes, des conseillers du prince, des guerriers. Quand on prend Montluc, c'est un bon, il a mené des guerres de religion, etc. C'est-à-dire que la France est le seul pays au monde qui, constamment, a réfléchi sur son histoire et sur l'action politique de ses princes à travers des plumes, disons des plumes, puisque ça m'embête de dire des auteurs, surtout quand on parle d'un Saint-Simon qui, pour rien au monde, n'aurait voulu être un auteur puisqu'il était duc, ou un cardinal comme Ray, etc. Et ça, je pense que c'est fondamental et que ça implique de prendre en compte l'Ancien Régime et le nouveau, d'une certaine façon. Contrairement à ce que certains pensent, la France n'est pas née... la République, la France et cette dialectique entre littérature et politique n'est pas née en 1789 avec les intellectuels des Lumières ou même avec l'affaire Dreyfus et tout l'engagement des intellectuels futurs. C'est vrai que le comportement de Fronsac, c'est bien un comportement qui est marqué par l'Ancien Régime, c'est-à-dire qui est marqué par une espèce de dégoût de tout, justement. C'est ça qui donne cette atmosphère crépusculaire, je maintiens le qualificatif, mais en même temps, elle, en face de ça, elle a un engagement, on sent qu'elle voudrait faire autre chose. Mais finalement, est-ce que Fronsac n'est pas jaloux de son amour pour la littérature et du fait qu'elle n'a pas choisi la politique, elle était sa condisciple et elle a choisi la littérature? Oui, elle a choisi la littérature, une forme de liberté, mais pardonnez-moi de vous contredire, Antoine Spire, mais je ne pense absolument pas que Fronsac est un homme de l'Ancien Régime dégoûté de tout. Il est un homme... Il est passé de Fabius à Balladur. Hein. Mais c'est pas une question de dégoût, c'est qu'il incarne absolument cette décomposition à un moment qui a été celle de la gauche, ou en tout cas la perte des repères qui ont été ceux d'un certain nombre de partis politiques, et il a été opportuniste, et il a bénéficié de ce qu'on verra peut-être, l'avenir nous le dira, devenir plus difficile en France, à savoir cette faculté de passer de la haute fonction publique à l'entreprise privée ou à la banque et revenir et réseauter et finalement toujours demeurer dans une forme d'impunité ou de rebond professionnel, quelles que soient les activités qu'on a eues, qu'on ait collé une boîte ou qu'on ait conseillé un président ou un ministre qui démissionne, etc. Si vous voulez, c'est ce système français-là que j'ai vu, moi, à l'œuvre chez mes camarades, puisque dans les années 80, j'ai vu beaucoup de mes anciens camarades énarques qui, après être allés à la Cour des comptes, à l'inspection des finances, sont rentrés dans ce système et visiblement, on dirait qu'il y a eu un saut de génération, puisqu'ils sont aujourd'hui quinquagénaires. Et là, je me tourne vers Quentin qui peut-être... Qui, lui, n'est pas quinquagénaire. Non, mais qui nous parlera de ça, parce qu'il fait partie visiblement d'une génération qui prend la relève. Il y a un saut générationnel, c'est que les quinquagénaires, ils ont été quand même plantés par le PS et aussi par les partis LR, on le voit. Et il y a eu un saut, mais bon, aussi, c'est des gens qui ont profité des facilités de ce système. Quant à cette histoire de « il est jaloux de la fille en noir », il fait pas, en France, vous connaissez cette spécificité culturelle qui consiste à, quand on est un homme de pouvoir, vouloir aussi écrire. C'est dû à cette tradition très ancienne et c'est dû aussi à des raisons de prestige. Et donc, c'est des gens qui ne se contentent pas de vouloir
le pouvoir dans les places qu'ils incarnent fort légitimement d'ailleurs, souvent, c'est qu'ils veulent aussi ce pouvoir symbolique. Et c'est là où certains finalement ils sont battus. Ou pas. Ils sont battus Non, finalement, pas toujours. parce que c'est très rare qu'on puisse faire les deux, c'est-à-dire depuis un grand politique et un bon écrivain. Tout à l'heure qu'il y avait des plumes pour commenter la politique dans le temps. L'ennui maintenant, c'est les poids plumes. Donc voilà. Voilà, il est encore plus méchant que moi. Bon, merci. Alors, on va passer maintenant justement à ce jeune homme qui parle de la place forte. Quentin Lafay, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, vous avez 27 ans, vous êtes un ancien normalien, vous êtes passé par Sciences Po, vous faites partie, comme Fronsac, dans le livre de Cécile Gilbert, au fond de ceux qui ont connu ce parcours. Le livre que vous nous proposez nous met en scène Béranger Terris, qui est retiré depuis 4 ans de la vie politique et qui raconte les 6 jours pendant lesquels il a été ministre des Finances. Pas beaucoup, 6 jours. 6 jours où il était ministre des Finances et des Comptes publics. C'est un expert de la fiscalité européenne et on a fait appel à lui pour des raisons techniques. Parce qu'on pense qu'il peut changer les choses. La gauche est au pouvoir. Il est venu de la société civile. C'est un professeur d'économie. Et il avait été nommé à Bercy, après la courte victoire du président sur l'extrême droite. Et ne voilà-t-il pas que, au fond, on va penser que peut-être il va falloir changer de stratégie politique et quitter l'Europe. Et lui, bon, c'est un Européen. Alors, en tout cas, c'est ce qu'on croit comprendre. C'est un Européen et il n'accepte pas ce changement. Et donc, il va progressivement décider de quitter tout. Donc, ces 6 jours sont 6 jours presque dramatiques pour lui, puisqu'il rentre dans un gouvernement et finalement, il va quitter ce gouvernement. Alors, en fait, on va découvrir que ce n'est pas du tout pour ça qu'il va quitter le gouvernement. Et si je dis ça, c'est parce que ce qui caractérise votre livre, et c'est ce qui m'a intéressé, et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici, c'est qu'au fond, il y a des raisons intimes à tout ça. Et que comme dans le livre de Cécile Gilbert, il y a un mélange astucieux de réflexion sur l'intimité et de réflexion sur la politique. Est-ce que vous avez l'impression que cette réflexion, elle s'exprime suffisamment dans la société française, ou bien ce qui se pense sur les politiques, qui est souvent pas très malin, disons, est à milieu de ces contradictions qu'il y a entre vie intime et responsabilité politique? Non, je pense qu'en effet, c'est très très éloigné pour 2 raisons principales. La première, c'est que les lieux de pouvoir, les cabinets ministériels, les ministères sont souvent des lieux extrêmement clos, fermés, que les Français connaissent pas du tout, qu'on mystifie souvent énormément. On imagine que se trament des choses un peu secrètes, on ne se rend pas compte qu'il y a des êtres humains à l'intérieur, on imagine des machines de communicants réfléchissant à la manière dont on pourrait conduire des politiques publiques. En fait, à l'intérieur, il y a simplement des femmes, des hommes qui ont des vies intimes et qui sont en réalité beaucoup plus influencés par leur vie intime que ce qu'on pourrait l'imaginer. Et donc c'est peut-être ce que permet la littérature et ce que parvient très bien à faire aussi Cécile Gilbert, c'est-à-dire à montrer, je dirais, l'enchevêtrement, l'imbrication entre la vie publique et la vie privée. Et puis la deuxième raison, c'est que ce qu'on nous montre souvent de la vie privée des hommes politiques est en réalité très très loin de leur vie privée réelle. C'est-à-dire qu'on nous montre des photos, des images, des histoires d'amour, c'est du show permanent, mais c'est pas du tout ce qui est ressenti et vécu par eux de manière intime. Donc je pense que voilà, l'intérêt peut-être de ces livres sur la politique, mais il y en a eu bien d'autres avant nous, hein, je pense, moi j'ai été très très inspiré par le très beau livre de Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d'Adrien, c'est justement de montrer l'importance de la vie privée, de l'intimité dans la réflexion politique et dans la vie politique tout court. Patrick Tudoret. Moi, ce que j'ai vu, effectivement, c'est un commande écho, d'ailleurs, au roman de Cécile. C'est cette imbrication, vous le dites, entre l'intime et la vie publique, avec finalement cette capacité des politiques à être... Cette incapacité à être vraiment sujet, à être plutôt agi par leurs affects, par leurs humeurs, parfois, par des choses qui me rappellent un peu aussi, et c'est en filigrane un petit peu dans ce livre, une formule de Stendhal
que je trouve assez éclairante tout de même. En France, il n'y a pas d'opinion, il n'y a que des engouements successifs. Il y a quelque chose d'assez dur dans cette formule, mais qui dit bien aussi ce balancement constant, à la fois chez les électeurs, mais aussi chez les politiques eux-mêmes. En fait, les 6 jours que je décris, c'est les 6 jours de la difficulté d'un être humain à rentrer dans une fonction, à intégrer les codes de la fonction, et sur la manière que cette personne, en gros, est-ce qu'une personne qui devient ministre a le moyen d'échapper à cette fonction de ministre, ou est-ce qu'elle peut rester elle-même? Selon vous, impossible d'échapper. Impossible d'échapper. Si on vous lit bien, c'est quasiment impossible. Alors vous allez me dire, si, à la fin, il échappe. Mais il échappe finalement en abandonnant tout. Et alors justement, ce qui est assez intéressant, c'est cette phrase « On fait campagne en poésie, on gouverne en prose ». Vous voulez dire quand on fait campagne, on raconte bien des histoires, mais après, quand on gouverne, la prose est quelquefois très banale. Non, alors c'est pas tout à fait ce que j'ai voulu dire. Bon. Alors d'abord, c'est pas ma phrase, c'est celle d'un gouverneur américain de l'État de New York. On fait campagne en vers d'ailleurs qu'en poésie, parce que la poésie peut être en prose. Exactement. Mais la phrase du gouverneur était celle-ci. Et en fait, non, c'était juste pour expliquer qu'en politique, il y a 2 temps. Il y a le temps de la campagne et le temps de l'exercice du pouvoir. À chaque fois, c'est un moment de récit. La politique est toujours un récit. Et les registres utilisés au moment de la campagne et au moment de l'exercice du pouvoir ne sont pas du tout les mêmes. Les mots ne sont pas les mêmes. Les objectifs des discours et de la communication ne sont pas les mêmes non plus. Et donc voilà, c'était plutôt pour distinguer ces deux moments que pour dire, contrairement à ce qu'on a voulu me faire dire, qu'il y avait un gros moment lyrique, un moment de promesse intenable, et puis un autre beaucoup plus prosaïque. La prose peut être lyrique. La prose peut être lyrique par ailleurs. Donc, voilà. Mais ce que vous révélez, c'est les rivalités à l'intérieur des cabinets. C'est pas drôle, hein. Qu'est-ce qui se combattent, qu'est-ce qui se bouffe le nez, c'est vraiment terrible. Tous ces gens dans le même cabinet qui, au fond, sont rarement... Alors, il y a quelques semblants d'amitié, mais à peine. Oui, mais je crois que comme Cécile Guilbert, j'ai été un peu étonné qu'on ne lise mon livre que sous cet angle-là, c'est-à-dire sous l'angle crépusculaire, parce qu'au fond, c'est pas du tout... Mais c'est très bien qu'on le lise autrement, mais c'est pas du tout la manière avec laquelle j'ai souhaité le décrire. En fait, je suis très pessimiste, personnellement, sur le système, sur les institutions, sur la manière de les saisir et de les pratiquer, mais je suis plutôt optimiste sur les hommes qui les intègrent. C'est-à-dire que moi, j'ai passé 4 ans en cabinet ministériel et j'ai pas vu des gens plus cyniques qu'ailleurs. Au contraire, j'ai même vu des gens, qui ont des objectifs. en tout cas de manière faciale, parfois épris de bien commun. Voilà, épris de bien commun, assez dévoués, travaillant sincèrement énormément. Poursuivant des objectifs a priori plutôt nobles, et donc j'ai pas tellement voulu montrer... Mais dans votre livre, il y a quand même des rivalités qui sont pas tristes. Non, mais il y en a partout. Qui sont réelles, bien sûr. Cécile Guilbert. Il y en a dans l'entreprise. Et en entreprise aussi, dans le monde associatif aussi. Cécile Guilbert. Moi, ce que j'ai trouvé frappant dans ce livre, c'est qu'est très bien montré cette solitude du pouvoir, et a fortiori qui saisit quelqu'un qui ne s'y était peut-être pas destiné et qui, voilà, est un professeur d'économie. Mais surtout, puisqu'il vient, comme on dit, de la société civile, ce mot à la mode, c'est comment il est aussi instrumentalisé par la classe politique professionnelle. Parce que c'est aussi ça, et c'est pas de très bonne augure non plus. Oui, mais s'il est instrumentalisé, c'est parce qu'il y a quand même un regard sur le politique qui est assez dévalorisant. Sur le politique. C'est-à-dire que, oui... Moi, je pense que ça fait partie des chapitres qu'on peut ajouter au titre de la bêtise. C'est un lieu commun que de dire que dans les cabinets ministériels ou dans le milieu politique, les passions du pouvoir sont dévorantes d'une mesquinerie extraordinaire. C'est même pas le pouvoir. Oui, non, mais je me souviendrai toujours de cette remarque de François Mitterrand qui arrivait à un certain niveau de réflexion de moraliste à sa façon. On lui parlait de cela et il avait répondu « Oui, vous avez raison, je comprends que les Français soient désenchantés. Vous savez, en ce moment, on doit avoir lieu l'élection du président du club de pétanque dans la banlieue nord de Marseille. Vous n'imaginez pas les tractations. Je veux dire, quand on voit tous les milieux, je considère que finalement, objectivement, le milieu politique est probablement le plus propre parce qu'il est tout simplement le plus surveillé, structurellement le plus surveillé. Je trouve que même la réflexion des intellectuels sur le pouvoir politique relève souvent du café et du commerce. Oui, les politiques, il n'y a qu'à regarder les intellectuels. Je veux dire, ils ne peuvent pas faire la leçon.
Non, mais il ne s'agit pas de faire leçon de quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui, pour le politique, est sa véritable humanité. C'est cette femme qui s'appelle Sophie, dans le livre. Le ministre écrit à cette ex-compagne pour qu'elle entre dans son cabinet. Bon, en fait, ils sont séparés. Oui, il y a un échange de mails à l'intérieur du roman. Et alors elle lui répond, tu te sens dépassé, tu te sens perdu, déjà comme un gamin qui aurait vu beaucoup trop grand pour lui. Alors, ça veut dire que, au fond, habiter le politique est peut-être plus difficile spécifiquement que d'habiter ma profession de journaliste ou qu'habiter une profession d'avocat. Ce que je disais, c'est la difficulté à entrer dans la fonction. Et puis, comme dans les livres de Cécile Gilbert, en fait, l'antidote est toujours à l'extérieur de la politique. Oui, c'est ça. Oui, pardon, mais je pense que ce qui est difficile, c'est d'habiter la fonction peut-être dans le cadre de nos institutions. Parce que, je sais pas, bon, peut-être que certains d'entre vous ont vu la série Borgen sur la vie d'un Premier ministre au Danemark. Si vous voulez, les standards du pouvoir et la façon dont ça se passe, c'est absolument... Je dis pas que c'est pas difficile d'être ministre et de prendre des décisions, mais si vous voulez, il y a quand même un poids propre à ce qu'on appelle la monarchie républicaine, aux standards du pouvoir français, à tout ce que ça comporte de ces institutions, qui est particulièrement, je pense, pesant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'on l'assume ou non, qu'on l'accepte ou pas. Le président de la République qui sort, Hollande, n'en voulait pas de ce poids, et finalement, il a été écrasé. Tant qu'il ne change pas, il ne peut pas y renoncer. Le président actuel, lui, au contraire, réinstaure du rite et de la distance, mais finalement, on est toujours sous la domination d'un système qui date de l'avant-révolution. Oui, l'Ancien Régime, bien sûr. Et puis surtout, moi je crois qu'il y a un dernier point, c'est quand on découvre les lieux de pouvoir, on se rend compte que le pouvoir est assez insaisissable. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de difficultés à l'exercer tel qu'on l'imaginait a priori. Le pouvoir, en fait, aujourd'hui, il est très symbolique. Il est visible dans les nominations, il est visible quand on a un projet de loi à conduire, etc. Mais il est très très difficile à vivre et à exercer comme on pourrait l'imaginer. En fait, le pouvoir est assez insaisissable, même dans les ministères. La question qui se pose, c'est comment ce pouvoir, au fond, est en rapport avec la société. Votre héros, là, à un moment, il voit une manifestation de jeunes et il se dit « je vais aller discuter avec eux ». Et puis il s'approche, et puis finalement, il ne discute pas. Voilà, il ne va pas jusqu'à la discussion. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, mon personnage arrive en effet au beau milieu d'une manifestation de jeunes anti-européistes, ils ne sont pas tellement jeunes d'ailleurs, d'anti-européistes tout court, et sur beaucoup de sujets, en les écoutant, il réalise qu'il est d'accord avec eux. Toutefois, il est devenu ministre depuis 2 jours déjà, et la fonction l'empêche d'être totalement lui-même et d'aller les voir et de montrer les points d'accord qu'il pourrait avoir avec eux. Au fond, la fonction ministérielle lui a volé une part de lui-même, et l'empêche d'entrer totalement en communion avec ces gens, alors qu'il aurait pu le faire a priori s'il n'avait pas été ministre. Et donc voilà, c'est ce sujet dont on parle. Ce que j'ai vu dans le livre aussi, qui me semble très intéressant et qui est vraiment au cœur de la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est, je pensais à Montaigne, la fameuse formule de Montaigne, le monde est une branloire pérenne, toute chose y branle sans cesse, je ne peins pas l'être, mais le passage. Et il y a chez vous, chez Cécile aussi, cette idée de l'impermanence, chez Jean-Philippe aussi, l'impermanence, c'est insaisissable du monde, et qui fait qu'on est assez impuissant face à ça. Bah là, en l'occurrence, il est vraiment de passage, puisqu'il n'est là que 6 jours. 6 jours. Je crois que Schwarzenberg avait fait 2 jours, donc il avait battu le record, mais effectivement, c'est peu. Oui. Non, mais la question, c'est quand même le rapport de la politique et du réel, et de ce qui se passe vraiment dans la société. Moi j'entends bien qu'on ne sait pas très bien comment les décisions se prennent, et on ne sait pas très bien où est le pouvoir, ce que vous avez dit. Ça, c'est vrai, ça apparaît très fortement. Mais dans quelle mesure le pouvoir est en rapport avec le réel? Au moment où il va voir ces manifestants-là, moi j'ai cru que ça y est, voilà, il va être enfin en contact avec la réalité, puis non, finalement non, il fuit la réalité. Est-ce que vous voulez dire par là que le système politique dans lequel on est conduit ces hommes politiques à faire semblant d'être en rapport avec la réalité et de ne pas l'être finalement? Ils ne voient pas les gens normaux qui vivent normalement. À faire semblant, non, mais le système nous coupe de toute façon du système réel, parce qu'on vit dans des ministères, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui sont des lieux clos, enfin, qui sont des places fortes, c'est le titre du livre,
Et donc c'est très très difficile. Mais moi j'ai un peu de mal avec cette notion de monde réel, parce que en fait j'ai jamais compris ce que c'était que le monde réel. Oui. Mais le monde des gens, le monde des... Mais même les gens... Les gens, comme dirait Mélenchon. Mais même les gens, je sais pas... Moi, pour Jean-Luc compris. Mélenchon, je pense que je suis pas quelqu'un de normal, mais pourtant moi je me sens quelqu'un d'assez normal. Donc quand je traverse la rue comme tout le monde, voilà. Donc le monde réel, je sais pas bien ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui achètent leur pain, vous savez, c'est l'histoire du pain au chocolat. On n'a jamais affaire qu'à une toute petite portion du monde réel. C'est vrai, chacun. Même ce petit groupe auquel il va essayer de s'agréger, ça n'est qu'une toute petite portion, donc le réel, de toute façon, il est toujours insaisissable. Oui, c'est vrai, le réel est insaisissable, mais en même temps, il y a quand même des données globales, des gens qui font leurs courses. Pour vivre, moi je suis obligé de faire mes courses, je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est le cas de tout le monde. On est obligé de s'occuper de ses enfants, on est obligé d'aller chercher ses petits-enfants quand on est grand-père, etc. Tout ça. Et tout ça n'entre pas dans ce type de vie. C'est ça que je veux dire. Je pense que, en fait, il y a une exigence beaucoup plus forte dans le monde politique à aller voir ailleurs. Tandis que nous, au quotidien, on ne l'a pas, cette exigence. On peut très bien rester dans notre monde, personne ne nous demande d'aller traverser le périphérique pour voir ce qui s'y passe par ailleurs, personne ne nous demande d'aller en province, tout le monde s'en fiche. Quand on est professeur, En revanche, quand on est politique, on a ce besoin, et cette nécessité de connaître la société, et donc de se forcer, de faire cet effort pour aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais c'est une exigence qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et dire... il y a un besoin d'aller voir le monde réel. En fait, les politiques sont dans un monde réel, mais c'est le leur, comme chacun d'entre nous est dans un monde qui nous est propre. Bien, alors votre livre, je le rappelle, s'appelle La place forte. Quentin l'a fait, il est publié chez Gallimard. Alors on va passer maintenant à Jean-Philippe Domecq. Alors vous êtes l'auteur de 2 livres. D'abord, qu'est-ce que la métaphysique fiction? Je dirais que c'est un livre théorique plus qu'un roman. Et puis un roman qui illustre cette théorie, qui est Deuxième chambre du monde. Les 2 livres sont publiés chez Serge Safran. Patrick Tudoret. Alors, Jean-Philippe Domecq, vous êtes l'auteur d'une œuvre importante qui allie essais, romans, écrits sur l'art, notamment contemporain, que vous appelez l'art du contemporain, c'est important. Votre Robespierre, dernier temps, est devenu un quasi-classique, et vous avez contribué à plusieurs revues comme Esprit ou Quai Voltaire. Donc votre essai « Qui a peur de la littérature ?» vous avez eu le Grand Prix de la critique littéraire en 2002, le prix du roman de la Société des gens de lettres pour votre roman « 7 rues », et Le jour où le ciel s'en va, lui, a eu le prix de Tortoni en 2011. Vous venez de publier 2 livres donc, que vient de présenter Antoine aux éditions Serge Safran, Deuxième chambre du monde, qui est le 3e volet de votre cycle romanesque « La vie, c'est le sablier ». Et qu'est-ce que la métaphysique fiction? Véritable manifeste littéraire. Alors justement, qu'est-ce que la métaphysique fiction? C'est à la fois une proposition pour désigner un territoire littéraire d'aujourd'hui et de demain, une intuition que je soumets donc au lecteur, et à mon avis, une proposition vieille comme le monde. Je veux dire par là, vieille comme la conscience humaine. Et c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qui fait notre conscience humaine? C'est qu'à un moment, dans notre enfance, on se rend compte qu'on mourra, alors qu'on est en pleine santé, et ça va nous poursuivre toute notre vie. Alors on va s'arranger avec ça. Généralement, on pratique le divertissement pour ne pas revenir sur Pascal. Mais nul doute que c'est ce qui fait la perception humaine, c'est ce qui fait aussi la créativité humaine, pour le meilleur et pour le pire. Par conséquent, je pense que la littérature a ce terrain à conquérir toujours plus, non pas en abordant le thème de la mort, ce qu'elle a évidemment fait très, très largement tout au long de son histoire, mais au sens où plus on a conscience, plus on sent, plus on perçoit, plus on ressent, plus on vit, plus on jouit. Et vous le dites dans une formule assez lapidaire mais édifiante, qui est « Il y a pire refoulement que tous les refoulements d'Eros, il y a Thanatos, refoulement des refoulements ». Très exactement. Et ce que vous citez là, je vous en remercie parce que ça permet de voir que mon propos n'est pas du tout mortifère, ni négatif, ni encore moins morbide, puisque précisément... c'est ce qui fait notre ressort, que cette conscience de la finitude, moins on l'oublie, plus on est vivant, plus on est à vif, et donc plus on est vivace. Par conséquent, je pense qu'il y a là, à la fois quelque chose de très simple, et qui en même temps quelque chose de très difficile à saisir, parce qu'on a peur. Mais qu'on ait peur, c'est normal, mais qu'on ait peur de la peur, ça, c'est l'oubli de notre conscience de la mort. Alors, le roman, la littérature est un instrument qui me paraît, mais je soumets l'hypothèse, qui me paraît idéal pour cela. Parce que le roman ne délivre pas de système, ne délivre pas de pensée a priori. Il pense, mais il pense en cours de chemin, en cours de route de la vie. Et par conséquent, essayer de rejoindre cette perception élémentaire, toute simple, me paraît être un des enjeux du roman. Et aujourd'hui, il me semble que les conditions historiques se prêtent à cela, parce que tous les alibis historiques
On en parlait tout à l'heure à propos des romans et de la politique. Tous les alibis historiques qui permettaient de se détourner, à savoir l'alibi religieux, l'alibi de la théologie politique, en ont pris un sacré coup, heureusement. Et maintenant, on a peut-être... Et troisième alibi, je pense aujourd'hui, l'économisme, qui a permis de tourner en rond. Achetons et soyons concurrentiels. Ça commence à s'épuiser. On est enfin devant le rien. Mais le rien, il n'y a rien de mieux, parce qu'il n'y a rien de plus fondateur. D'ailleurs, le mot liminaire de votre roman, qui est une illustration de cette thématique, de la métaphysique fiction, c'est dommage. Voilà, ça commence par dommage. Dommage, oui. Voilà. Dommage qu'on ait oublié cela. Dommage, oui. Alors, est-ce que ça signifie que tous les romans doivent avoir en perspective l'idée de la mort, ou même pas l'idée de la mort, l'idée, au fond, de la finitude de l'homme? Est-ce que tous les romans doivent être pénétrés de cette idée de la finitude? Je vais vous dire, après vous avoir lu, j'ai essayé de me remémorer les romans qui comptent le plus pour moi. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a l'idée de la finitude dans ces romans? Ben, j'en suis pas toujours sûr. Donc je me demande si votre théorie a l'immense avantage de nous centrer sur la question du sens, sur la question la plus fondamentale. Parce que se poser cette question sur les romans, c'est finalement la question fondamentale. Mais en même temps, je ne sais pas si tous les romans la traitent de la façon dont vous souhaiteriez qu'elle soit traitée, c'est-à-dire en mettant effectivement l'interrogation sur la vie au cœur de leur pratique. Ah, mais vous avez tout à fait raison, et c'est ce qui fait la vitalité de la littérature. Je dis simplement qu'au point où nous en sommes de la littérature, qui a fait de grandes conquêtes sur le plan de l'inconscient avec le monologue intérieur, qui a fait de grandes conquêtes sur le plan de la psychologie avec le roman d'analyse à la française, qui a fait de grandes conquêtes sur le plan du social et du réalisme avec les grands romans sociaux français, plus les romans historiques à la Tolstoï, plus la psychologie des profondeurs de Dostoïevski, etc., etc. Je dis que les conditions historiques aujourd'hui font qu'on peut être à la source de cela. Ce travail ayant été fait, on peut remonter à cette source. Mais il est évident que ça ne va pas vouloir dire que le sujet va être la mort. Pas du tout. Puisque ce qui nous fait vivre, c'est la conscience de la mort. C'est le point aveugle de la rétine sans lequel l'œil ne verrait pas. Donc il n'est pas question d'en faire un sujet. D'ailleurs, dans mes romans, il me semble, dans mes romans de cette série que vous rappeliez à juste titre, qui sont en fait des romans de métaphysique fiction et que je continue en ce moment, dans ce cycle-là, je ne crois pas qu'il soit question de la mort. Mais simplement, la perception, j'essaye de faire en sorte que la perception soit la plus ouverte possible, parce que plus on est conscient de cela, toute personne parmi nous en conviendra. Il suffit d'une alerte par rapport à la crainte de la mort, il suffit d'un accident ou d'un accident évité, etc. Et la vie n'est plus vue de la même façon. Et la vie est d'ailleurs beaucoup plus enchanteresse. Par conséquent, ça peut être des romans qui ne parlent absolument pas de la mort, simplement il s'agit d'ouvrir la perception. Enfin, vous parlez quand même de gens qui passent, d'écrivains, qui passeraient à côté de cette question fondamentale. Mais alors, quelle littérature visez-vous ? C'est ça que je me suis demandé, qui passerait à côté de cette question fondamentale. Alors que ce soit la littérature de divertissement, d'accord. Mais enfin, on va l'exclure, c'est pas de la vraie... L'autofiction, par exemple. Pardon ? L'autofiction, en général. Oui, mais ce qu'on appelle l'autofiction, on passe complètement à côté de ce que... Pas du tout. Pas du tout. Pour moi, oui. Mais bon. Alors, si on prend le grand-père de l'autofiction, qui vient de mourir il y a quelques semaines, si quelqu'un était centré sur l'idée de la mort, c'est bien lui. Ah oui, mais justement, ça c'est la mort en tant que sujet. Moi, c'est pas mon... D'ailleurs, c'est bien pourquoi je vous dis que finalement, dans mes romans de métaphysique fiction, tout d'un coup, sous l'effet de votre question, je me suis demandé, je m'aperçois qu'il n'est pas question de la mort, mais c'est pas de ça dont je parle. Moi, je parle du pouvoir d'éveil de la conscience de la mort, de ce refoulement que rappelait Patrick Tudoré. Et donc, si on dérefoule cela, comme pour notre libido, alors à ce moment-là, on vit nos désirs au mieux. Par conséquent, en plus, l'exemple de l'autofiction, je pense que je suis d'accord avec Grosdanovic, c'est un grand leurre que l'autofiction. Je le dis d'ailleurs dans mon essai. Oui. C'est un grand leurre. On perd sur tous les tableaux, et sur le plan de la fiction, et sur le plan du contrat de lecture de l'autobiographie. Hein, dès lors qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. J'ajoute, vous dites ma théorie, vous avez raison, je soumets une intuition et je l'explicite. Mais ce n'est pas que mes romans illustrent cette théorie, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est mon travail de romancier, parce que j'avais un autre cycle romanesque auparavant, le cycle des Russes de la vie, c'est mon travail de romancier qui m'a amené ça par l'écriture même, sans que je l'ai concerté. Et c'est au bout d'un certain temps que j'ai commencé à comprendre un peu ce qui se passait au sein de ce nouveau champ, de ce nouveau continent que j'explore. À tort ou à raison, ça c'est autre chose. Hein. Non mais si vous voulez, je pense qu'il peut y avoir de la très grande littérature
où l'homme ne se regarde pas vivre. Dans votre roman Deuxième chambre du monde, on est en face d'un héros qui regarde le monde autour de lui et qui, au fond, se sent vivre. Et ce que vous nous racontez, c'est qu'est-ce qui se passe quand il se sent vivre? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas à proprement parler un roman. C'est presque pas un roman. Pourquoi? Parce qu'il est tout le temps en train de regarder, il se retourne vers lui-même, et il se sent vivre. C'est presque un auto-roman. Mais on n'est pas sur un roman qui raconterait une histoire. Non, il regarde seulement autour de lui. Et au fond, lui, il réfléchit à sa place par rapport aux autres. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que votre théorie conduit à faire véritablement de vrais romans? Vous savez, beaucoup de gens qui nous écoutent sont, je crois, en partie comme moi. C'est-à-dire ils aiment être emmenés dans une histoire, on leur raconte des choses, et puis en plus, petit à petit, être pris par le mouvement littéraire, le rythme de la phrase, et prendre un plaisir absolument fou à cette espèce de folie du style. Et quand on vous lit, vous avez du style, hein, c'est incontestable. Mais finalement, la question qu'on se pose, c'est « et alors où va l'histoire ?» Excusez-moi de poser cette question idiote, mais où va l'histoire Cécile. Il me semble justement que c'est un nouveau type de roman, mais que ça demeure du roman, parce que vous l'avez dit à juste titre. Qu'est-ce qui nous entraîne à lire? En général, deux choses. Ou l'intrigue, et à ce moment-là, on peut être pris par une intrigue au point de négliger les façons dont cette intrigue est conduite, et finalement faire l'impasse sur la façon dont le langage l'organise et la propulse. Et on peut être entraîné dans la lecture par la puissance même du langage. Personnellement, moi, c'est ce que j'ambitionne, c'est-à-dire qu'on soit entraîné dans les livres que j'écris par la façon que j'ai d'écrire ce que j'écris. Davantage que ce que je raconterai, si vous voulez. Ce qui est le cas ici, et ça me semble, puisque le roman, vous dites les vrais romans, mais qu'est-ce que c'est qu'un vrai roman? Les romans, c'est à peu près tout le champ du possible dans le langage. Non, mais Antoine doit vouloir dire les Trois Mousquetaires. Oui. Mais pas du tout, je pensais à la recherche du temps perdu. Non, mais c'est un nouveau type de roman qui met l'accent sur les plus fines perceptions, celles qui sont précisément jamais déployé. D'ailleurs, il brouille les pistes, puisque autant il est écrit essai sur celui-ci, qu'est-ce que la métaphysique fiction, autant là, il n'y a rien. Là, le genre est précisé métaphysique fiction, et il y a quand même roman en 4e de couverture. Donc on brouille les pistes quand même. Et dans Métaphysique, dans l'essai, je dis à un moment, vers la fin, je dis mais finalement cela n'est qu'une hypothèse, car je rappelle, Antoine, que c'est une hypothèse, que je ne défends pas une théorie, c'est une hypothèse vers laquelle j'avance et sur laquelle je démontre un certain nombre de choses, qui permet aussi de relire la littérature autour de Thomas Bernhardt, autour de... Je sais pas si on lit Robert Walser, par exemple Robert Walser, vous diriez que c'est pas du roman, c'est de la métaphysique fiction d'une certaine façon aussi. Je suis complètement d'accord, en effet. Et Kafka aussi, voilà. Alors si vous le citez au niveau de Robert Walser, là, il a gagné. Là. Non, c'est pas bravo, Jean-Philippe. Non, je ne veux pas refuser. Non, je veux pas refuser. Merci Cécile, mais je ne veux pas refuser votre perplexité. Au contraire, d'abord, vous dites qu'il se sent vivre, mais au fond, dès lors qu'on a conscience de notre mortalité, on a un sentiment d'étrangeté à l'égard de la vie. On a un sentiment d'étrangeté. Donc la psychologie de ce personnage, là où la psychologie ordinaire est basée sur une sorte d'immanence, on travaille sur le moi, etc., moi c'est le contraire. C'est-à-dire on se voit vivre aussi, mais comme un élément étranger. Vous vous voyez comme Antoine Spire, mais en même temps, vous êtes au-delà d'Antoine Spire aussi, si vous voulez. C'est ce qui vous permet d'ailleurs de rentrer en sympathie avec des conditions qui n'ont rien à voir avec la vôtre, sur un plan politique. On ne quitte pas le sujet, finalement. Bon, ben là, c'est pareil. Ce personnage est un personnage égaré, car je crois qu'à vouloir avoir les yeux ouverts le plus longtemps possible, on risque gros. Je pense que c'est ça l'enjeu de l'intrigue de ce livre qui, m'excuse, mais il y a quand même une spirale qui entraîne le lecteur. Et il ne faut pas sous-estimer, à mon avis, un aspect qui est l'humour. L'ironie qui est constante, évidemment. Oui. Le reflet d'une fenêtre s'allume au-dessus de chez lui et il y a une femme dont la présence est absolument essentielle. Voilà. Alors après... Alors là, ça y est, on est dans le roman, là. Parce que le reflet... Je suis content quand il y a une femme qui est là. Si vous êtes content quand il y a une femme... Non, on n'en sait pas grand-chose de cette femme. Hein. En plus, il y a moyen de s'interroger sur cette apparition. Qui s'allume et qui s'éteint. Oui, voilà, comme la conscience. Absolument. Donc effectivement, il y a cette femme, rien, elle ne bouge ni n'allume, rien. On ne demande rien et on l'a, c'est fou. Mais voilà. Mais telle est notre condition. Je pense que dire cela, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de la théorie. C'est qu'on est dans un vertige de vivre qui fait aussi le plaisir de vivre. Donc interroger toutes les perceptions quand plus rien n'est donné. Au fond, tout d'un coup, plus rien n'est donné. Mais du coup, on refait tout.
Peut-être que la littérature, c'est ça. Il y a des gens pour qui les choses, qui ne sont pas des héritiers, au fond, au sens, on va dire, il y a les républicains, puis il y a les héritiers. On pourrait filer la métaphore. Ils ne sont pas des héritiers aussi au sens où le réel ne leur est pas donné. Donc il faut tout refaire. Même cette tasse, je ne suis pas sûr de pouvoir en faire le tour. Donc je suis obligé de la décrire. Selon la culture de chacun, on est emmené par une expression qui, étant figurative, nous aide à approfondir et à prendre la distance et à comprendre ce que vous voulez dire. Je vais prendre un exemple. J'ai aimé votre long couloir, parce que au long couloir, au bout duquel on arrive à quelque chose qui nous conduit au bout du monde. Un couloir qui nous conduit au bout du monde. Oui. Alors moi, je voudrais que vous me parliez de ce couloir qui conduit au bout du monde. Ça m'a fait rêver. Et un couloir qui conduit au bout du monde, j'aimerais bien en voir et le passer dedans. Hein. Oui, ça aussi, si vous voulez, c'est le roman intérieur. Vous parliez de l'intrigue, mais nous avons tout un roman intérieur qui nous fait passer par des espaces psychiques que décrivent par exemple le livre des morts tibétains. Le livre des morts tibétains est basé sur, il ne s'agit pas de croyance, hein, mais il est basé sur le principe qu'on va travailler sur la microseconde où on passe de la vie à la mort. Et là, il y a tout un espace-temps, au fond, comme les astrophysiciens constatent que plus ils approchent du Big Bang de la seconde originelle, et plus ils s'aperçoivent que cela tend vers l'infini. Donc c'est une dilatation du temps qui est symbolisée par ce couloir, c'est-à-dire que c'est un couloir psychique. Nous avons plein de couloirs psychiques, nous avons de grands châteaux, des grandes demeures à l'intérieur de nous-mêmes qui sont passionnantes à explorer et qui font d'ailleurs le réel autant que d'aller chercher son pain. D'ailleurs, mon personnage va faire ses courses, hein, et c'est toute une histoire quand il va faire ses courses. Parce que c'est extrêmement fastidieux de faire ses courses. Et en même temps, si on est égaré... C'est le monde réel. C'est le monde réel. C'est le monde d'irréel. Le monde de la fatigue. C'est comme radio-trottoir. Si les trottoirs sautent, qu'est-ce qu'il en reste? Me voilà épinglé comme un papillon par rapport au réel. Bon, écoutez, je vous remercie. Je voudrais signaler donc les deux livres s'appellent Deuxième chambre du monde et Qu'est-ce que la métaphysique fiction? Les deux sont chez Serge Safran, éditeur. Alors on va passer à Denis Grosdanovic. Denis Grosdanovic, vous êtes l'auteur de Génie de la bêtise chez Grasset. Avant que Patrick Uderet ne vous présente, oui. C'est vraiment génial la bêtise? Oui, enfin j'ai joué, c'est un jeu de mots, hein, évidemment. Hein, c'est un peu comme un oxymore. C'est un oxymore, oui, c'est évident. Alors, et Denis, effectivement, oui. Ouais. Bon. Denis Grosdanovic, donc, comme le dit le titre d'un de vos ouvrages, vous êtes maître dans l'art de prendre la balle au bond, puisque vous avez été champion de France junior de tennis, champion de France de squash, champion de France de courte paume, avant de publier votre premier livre, chez Corti, Petit traité de désinvolture, qui a connu un vif succès, on le sait. Suivront Rêveurs et nageurs, de l'art de prendre la balle au bond, justement, l'art difficile de ne presque rien faire, et quelques autres, qui vous classent, pour moi, dans la catégorie des plus enviables des moralistes. Et aujourd'hui, donc, le génie de la bêtise chez Grasset, c'est un vaste programme, comme lui dit celui que l'on sait. Et comme le dirait notre amie Belinda Cannon, titre d'un de ses livres, La bêtise s'améliore. Alors, est-ce que vous considérez effectivement que la bêtise s'améliore ? La bêtise s'améliore, non, ça m'a jamais trop parlé, je vois pas trop. D'ailleurs, je crois, j'ai lu, c'est Jean-Philippe qui avait trouvé ce terme au départ. Oui, au début, d'ailleurs, le recueil de mes textes, de mes livres sur l'art contemporain s'intitule Comédie de la critique, et en effet, le premier texte, c'est ça qui m'avait intéressé dans l'art contemporain, c'est la bêtise sophistiquée, parce qu'il y a la bêtise des préjugés déjà conservateurs, et puis il y a la bêtise qui se renouvelle, sinon on aurait fait le tour de la bêtise. D'accord, voilà. Je n'avais pas bien saisi, d'accord. Voilà, donc dans ce sens, effectivement, on retrouve certaines de ces choses. Évidemment, si j'ai de la bêtise, j'ai des zones de bêtise assez conséquentes. Donc là, je n'avais pas compris du tout. Parce que si vous la traitez, Parce que vous faites quand même une topographie assez vaste, justement, de la bêtise, dans ce qu'elle peut avoir. Je pensais à ce titre, La pesanteur et la grâce, de qui l'on sait, mais la bêtise, ça peut être à la fois la pesanteur, mais aussi une certaine forme de grâce. Si on pense à ce Valentin, cette figure de Valentin, par exemple, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, j'ai retrouvé une photo de lui, là, dernièrement. Oui. Parce que tout le monde me dit, tu ne l'as inventé, pas du tout, je n'ai absolument pas inventé, oui. Donc, quand j'étais enfant, il se trouvait que dans la ferme à côté de là où habitait ma grand-mère, il y avait de vagues cousins, et c'était une famille qui travaillait tous à la ferme, et il y avait ce simple d'esprit qui avait à peu près, je pense, 22 ans à l'époque, qui en faisait 14, avec sa grosse tête penchée. Et il se trouve, c'est une des raisons du livre que j'essaie de démêler dans le livre, que toute ma vie,
je me suis trouvé en attirance avec ces gens-là, les décalés, les excentriques. Vous n'avez pas dit que ça farfadait en communion avec la nature, oui, ça. avec les animaux, c'est ça qui vous fascinait. Oui. C'est ça non, pas seulement. Parce que il m'a pris. Moi, quand ça a commencé, j'avais 6 ans, et puis jusqu'à l'âge de 10 ans, je l'ai vu chaque été. À l'époque, c'était 3 mois de vacances. Et il m'avait pris en amitié, et il m'emmenait dans la campagne, il m'emmenait pêcher. Et il avait un rapport, ce que j'explique à la nature, absolument inouï. Entre autres, il arrivait à pêcher les truites à la main d'une façon inouïe. Il essayait de me montrer, moi j'y arrivais pas. Et surtout, ce que je raconte et qui est le plus intéressant finalement dans cette histoire, c'est que les 2 épisodes où on est dans un pré, on jouait avec l'âne, parce qu'il adorait l'âne. Hercule. Une sorte d'alter ego. Oui, Hercule. Et donc, à un certain moment, on était là à rêvasser, et il y a des papillons qui sont venus se mettre sur lui. Bon. Une autre fois, il y a un geai qui était à quelques mètres dans un arbre, et il lui a dit, avec sa petite voix éraillée de saint d'esprit, « Viens !» Le geai est venu et lui a mordu l'oreille pendant un quart d'heure. Et moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et donc, à un moment, je ne sais plus, j'ai dû lui dire, et il m'a dit cette phrase incroyable, et c'est pour ça que c'est par rapport à l'intelligence que j'essaie d'attaquer, cette intelligence intellectuelle, à mon avis un peu névrotique, qui est la nôtre. Il m'a dit, arrête de bouger comme ça tout le temps dans sa tête, ça leur fait peur. Oui. Et ça, c'est... Alors, donc j'ai commencé à comprendre, et une autre fois aussi, je raconte les 2 anecdotes, pendant que tout le monde parlait politique justement dans la ferme, il m'a attiré dehors, c'était la nuit, il m'a emmené à un étang à grenouilles, c'était en juin, il y avait les grenouilles qui coassaient, et la lune était à son zénith. Et puis il regarde, et j'ai vu que lui, il était complètement fasciné, il écoutait ça, c'est comme s'il écoutait la musique, et puis à un moment, il m'a dit avec sa voix éraillée de Saint-Détruit, c'est en chantant comme ça qu'elles la font monter là-haut, en parlant des grenouilles. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai compris assez vite, enfin à son contact, que toute cette intelligence à laquelle on essayait de me formater, si on peut dire, dans les écoles, n'était pas la seule, qu'il en existait une autre. Et que précisément, c'était parfois les êtres décalés, parce que lui, il n'avait pas pu aller à l'école, on lui a même mis le bonnet d'âne. Et donc, voilà, c'est ça un peu que j'ai voulu montrer au départ du livre. Et ensuite... Denis Grosdanavich, vous parlez à son propos de clarté spirituelle. Oui. J'aimerais bien que vous nous disiez qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée de clarté spirituelle. Moi, je vois bien comment un enfant peut être fasciné par cela, et même n'importe lequel d'entre nous serait fasciné à le regarder faire, parce qu'il est vraiment tellement différent, tellement autre, et donc c'est agréable. Bon, mais en même temps, qu'est-ce que c'est cette clarté spirituelle? Ben, c'est tout ce que nous autres, précisément, cette intelligence, en quelque sorte mathématico-logico-rationnelle, à laquelle on nous oblige d'adhérer dans les écoles. Et c'est la clarté spirituelle, c'est l'empathie avec le cosmos, c'est l'empathie avec la nature. C'est ce que nous avons totalement perdu et que nous allons perdre de plus en plus, à mon avis. Quand je pense à cet antagonisme que vous voyez donc entre la bêtise qui trouve son creuset chez certains intellectuels, dans cette sophistication. Et ça me fait penser à ce livre, pour moi majeur, qui est sur le théâtre de marionnettes de Kleist, où à un moment on voit un ours qui est l'incarnation de la bête, de la bêtise au sens premier, et qui déjoue, mais de manière très naturelle, avec ses grosses pattes, qui déjoue les bottes les plus subtiles du bretteur qui est en face. Alors, précisément, là, vous touchez à un point important, puisque j'étais un sportif professionnel. Ah, voilà. Et donc, j'ai cru comprendre tout de suite que le don d'anticipation des grands champions que j'ai rencontrés, ils ont tous un don d'anticipation absolument inouï, avait rapport avec cette intelligence, en quelque sorte, qui ne passe pas par les codes rationnels, ne passe pas par un processus rationnel. Ouais. Et je fais allusion à une chose qui va choquer un peu tout le monde, mais c'est un peu mon rôle, c'est que je fais allusion à une émission que j'avais entendue, faite par Nicolas Werf, oui, je crois que c'est Nicolas Werf, spécialiste de l'URSS. Nicolas Werth. Nicolas Werth, oui. Et il expliquait... Il parlait de toute la période de l'Ukraine où Makhno avait dominé, oui, mais il raconte aussi que Kerensky, qui avait créé qui avait essayé de... Oui, avait créé la première Douma à Moscou. Et il a fait venir... Il y avait en Ukraine des orateurs prodigieux. Et il en avait fait venir une quinzaine. Oui, c'est très intéressant dans votre livre. Et ils sont venus à la première Douma à Moscou, et ils étaient tellement brillants que la Douma d'après sont arrangés pour qu'il n'y en ait plus que 5, et puis même pour leur couper la parole. Ouais. Ils étaient beaucoup plus brillants que tous les universitaires. Et alors, en fait, on apprend qu'ils étaient illettrés.
Et alors, quand l'intervieweur complètement désarçonné demande à Nicolas Werth mais qu'est-ce qui fait qu'ils étaient si brillants alors qu'ils ne savaient pas lire et écrire, il dit justement ils étaient protégés par l'analphabétisme. Et on a oublié que précisément, il y a cette forme d'intelligence qui peut être beaucoup plus, entre autres orale, et moi je l'ai connue parce que j'ai connu beaucoup de paysans dans ma vie, j'ai connu des paysans intelligents. Cette forme d'intelligence, elle est complètement différente de celle qu'on cherche à nous inculquer dans les écoles. Et maintenant, elle a complètement disparu puisqu'il n'y a plus de paysans, nulle part pratiquement, il n'y a plus que des agriculteurs industriels. Donc, malheureusement, ça, c'est un monde qui est occulté. Et de ce fait, en même temps, on se coupe, nous, de la partie animale de nous-mêmes. Denis Grozdanovich, moi, je n'aime pas trop cette espèce d'éloge de l'inculture et cet éloge du spontané. Et je voudrais vous dire quelque chose. Non, je vais vous dire franchement, non, je trouve votre livre intéressant. Il m'a vraiment stimulé. Il me stimule dans ce que vous en tirez. C'est-à-dire de votre éloge de l'inculture, qui m'énerve terriblement, de votre éloge de la spontanéité que je ne supporte pas, sort quelque chose qui est très intéressant, qui est se maintenir dans l'indétermination, la suspension du jugement. Et ça reste une attitude mieux accordée au réel, mouvant, protéiforme, dites-vous, au sein duquel nous évoluons. Je suis d'accord. Donc, quand vous dites suspension du jugement, à partir de là, très bien. Mais le point de départ me chagrine parce que, si vous voulez, moi je suis vraiment partisan de la socialisation, de la culture. Je pense que tout le monde y a droit. Je reconnais que c'est une banalité. Et que votre Valentin, s'il avait appris plus de choses, vous aurez peut-être, non pas détourné de ce que vous avez senti dans votre spiritualité, dans ce moment de spiritualité, mais vous aurez peut-être conduit à autre chose qui aurait été aussi fondateur pour vous. Oui, sans doute, oui. Mais donc arrêtez de dire que l'inculture, c'est génial. Vous m'avez pas bien compris. Vous m'avez pas bien compris. Non, mais moi, ça m'avez pas bien compris. Ça m'a fait penser à ces figures Valentin, qui est un personnage bouleversant dans ce livre, m'a fait penser à ces personnages du folklore d'Europe de l'Est, vous savez, qu'on appelait les vieux roux de Sauveau, qui est en fait le simple d'esprit et qui en fait avait une trace chez Warhol, qui avait une espèce d'idiotie, mais qui est justement cette part du spirituel qui en fait pourrait être plutôt que comparé à un spontanéisme auquel on ne croirait pas, mais qui est le véritable talent poétique. Oui, c'est le soldage fake. Si vous voulez, c'est parce que... Oui, le soldage fake, c'est une figure comme ça. À quoi je fais allusion. Le soldage fake, il a quand même une culture. Non, mais c'est aussi parce que nous, comme disait Novalis, nous n'affinons pas assez nos organes et nos perceptions, que nous ne sommes pas dans un monde de fées, alors que si nous les affinions suffisamment, nous serions dans un monde féerique. Donc en fait, c'est une question d'affinement de la sensibilité qui permet l'accès au poétique. Je pense même que l'exemple qui est très intéressant dans votre livre des orateurs ukrainiens, ce n'est pas du tout qu'ils sont incultes, mais comme vous le dites d'ailleurs, ils ont une autre culture. Exactement. Et qu'il y en a une qui fonctionne, qui parle aux gens, qui part de leur expérience et qui en dégage des propositions politiques chez les Ukrainiens à l'époque, alors qu'il y a une autre culture qui, elle, est non pas coupée de la vie, mais qui est précisément un plaquage, qui est un plaquage qui ne fonctionne pas. Donc c'est pas culture contre culture. Moi je suis assez d'accord avec. Plutôt, excusez-moi, c'est pas culture contre anti-culture, c'est culture contre culture. Culture contre culture. J'estime que la culture savante. Parce que moi, mon maître, c'est Montaigne. Moi, je lis Montaigne comme donc, on ne peut pas faire plus intellectuel que Montaigne de cette manière. Moi, je suis très intellectuel aussi. Et donc, d'ailleurs, je me pose la question à un moment comment peut-on faire la critique de cette forme d'intellect par le biais de l'intellect? C'est un paradoxe. Mais moi, ce dont je veux parler à travers Montaigne, et ce dont je fais partie, c'est ce qu'il appelle, il renvoie les deux ignorances, lui, l'ignorance, effectivement, des gens simples, et cette ignorance qui s'ignore elle-même, et l'ignorance conquise. Et pour moi, les véritables savants sont pas ceux qui, comme l'a dit Montaigne, ont les têtes bien pleines, mais les têtes bien faites. Et les têtes bien faites, c'est l'ignorance conquise, c'est-à-dire qu'après avoir beaucoup lu, après avoir beaucoup médité, après avoir beaucoup examiné, s'être examiné soi-même, comme le fait Montaigne, s'apercevoir qu'on ne sait pas grand-chose en réalité. Et donc ça renvoie et c'est exactement l'inverse de ce à quoi on assiste maintenant, avec précisément la plupart du temps les grandes écoles. Ça renvoie à ce que Nicolas Cuse a appelé... Ah, il est d'accord avec moi alors. Ça renvoie je suis vraiment content. Ça renvoie à ce que Nicolas de Cuse appelait la docte ignorance. Il y a quelque chose là de fondamental. On peut dire que contre le sens commun, c'est la fantaisie d'un seul qui vous touche. Et là, je vous suis totalement, derrière la fantaisie d'un seul. Et au fond, il faut savoir trouver la fantaisie. Parce que derrière la rationalité
que vous critiquez, il y a au fond quelque chose qui est conformiste, une rationalité conformiste. Donc si je vous comprends bien, c'est non à la rationalité conformiste qui vous conduit au fond à un comportement grégaire et imbécile, mais oui à une fantaisie innovatrice. Les fantaisies innovatrices, qui est une autre culture, qui est aussi une culture, et aussi un type de socialisation. Ah, non, moi, j'estime que... C'est pour ça que Valentin s'y limite. Oui, voilà. Peut-être. Mais peut-être. Mais c'était un peu symbolique, disons, au départ. Je l'ai pris comme un symbole, mais peut-être un peu provocateur. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est cette fausse culture qui est la nôtre, que j'incrimine. Et précisément, qui ne fait pas assez... Moi, j'ai passé beaucoup de temps à lire l'anthropologie et l'ethnologie. Et je me rends compte que la plupart des intellectuels, maintenant, ils ont eu très peu de formation anthropologique et ethnologique, et s'apercevoir à quel point toutes ces petites cultures sont maintenant complètement déniées au nom de la grande culture. Voilà, c'est une chose qui me navre, parce que... Et je dirais même que cette fausse démocratie qui est la nôtre, à mon avis, eh bien, c'est les valeurs démocratiques actuelles qui ont ruiné les véritables valeurs populaires. Parce que les véritables valeurs populaires, au départ, elles étaient paysannes. Et ce sur quoi ont fondé les premiers bourgeois industriels, c'était sur des valeurs paysannes. Parce que quand on avait des petites usines de 100 ou 200 ouvriers, parce que là, ça reviendrait aussi à la question de taille, qui est très bien traitée par ce philosophe que j'adore, qui est Olivier Rey. Question de taille. Si on dépasse 200 ouvriers, est-ce qu'on peut continuer à faire de la belle ouvrage comme aimaient le faire les ouvriers, les paysans dans le temps. Et donc, ils ont statué sur cet amour du travail bien fait, de la conscience professionnelle qu'avaient les paysans. Ils ont joué là-dessus pour que les usines marchent bien au départ. Mais dès le moment où on passe à des méga-usines, eh bien, obligatoirement, cette conscience professionnelle, cet amour de la belle ouvrage qui venait des valeurs paysannes, ont été détruites. Donc, et on sait très bien que la démocratie va avec le monde industriel. C'est vraiment deux choses qui sont complètement liées. Denis Grozanovic, est-ce que vous me permettez de dire qu'il y a une idée dans votre livre qui détruit finalement tout discours d'une certaine façon quand vous dites qu'un sot ne se méfie pas assez de ses propres opinions. Et moi je pense que se méfier, oui, justement, alors se méfier de ses propres opinions, est-ce que ça ne nous conduit pas finalement à penser contre nous-mêmes? Et puisqu'on parle de politique, est-ce que vous ne croyez pas que la grosse difficulté des politiques, c'est de savoir penser contre eux-mêmes? Moi, j'aime bien les gens qui pensent contre eux-mêmes. C'est la formule de Nietzsche. Hein. Oui, évidemment. Et donc, il me semble que ça, c'est indispensable. Tout à et que fait, vous nous montrez que penser contre soi-même, c'est finalement, au fond, avoir une hygiène de pensée. Et alors, ça débouche d'ailleurs sur la métaphysique fiction. Parce que si on pense contre soi-même, on met en scène peut-être deux personnages qui... Avec le rien au fond de l'œil. Voilà. Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. Mais si vous voulez, par rapport à ce qu'expliquait Denis Grozanovic, moi je l'ai vraiment vécu au niveau de ce qu'on a appelé la querelle de l'art contemporain. C'est-à-dire qu'au fond, on a eu là un test de Rorschach formidable par rapport à ça. On a eu des œuvres qui étaient vraiment de propositions formelles extrêmement indigentes, avec un discours extrêmement sophistiqué. Donc moi j'ai fait le travail à l'intérieur de ce discours. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'une des figures de la bêtise, c'est que quand on tient un discours extrêmement complexe sur des formes simplistes, c'est une forme de bêtise. Mais évidemment, on est en face d'une théorie formidable, que j'ai appelée le théorisme. Donc c'est très révélateur par rapport à ça. Donc c'est pas culture contre culture, c'est en rentrant dans ce discours, on peut démontrer qu'il ne tient pas non plus, au bout même de sa sophistication. Et c'est ça la difficulté. C'est pour ça que je fais allusion à ce livre de Raphaël Capria, La mouche dans la bouteille et l'éloge du sens commun. C'est un homme qui a 96 ans, avec qui je suis entré en relation, il habite à Rome. C'est un homme extraordinaire, j'ai adoré son livre. Alors moi, ce que je propose, c'est comme antidote à cette intelligence débridée qui est la nôtre, le sens commun. Mais comme le montre très bien Raphaël Capria, ça devient très compliqué, parce que le sens commun peut dégénérer. Ah oui, donc devenir un sens vide. Comment manier le sens commun? Tout est dans son livre, que je ne saurais pas refaire, parce que c'est très subtil. C'est pour ça que j'ai appelé le chapitre « La boussole du sens commun ». Justement, je pense que ce serait intéressant qu'on essaye de réfléchir si, de cette façon-là, vous touchez à la politique. Si on vous a invité aujourd'hui, Denis Grozanovic, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est parce qu'on pense que vous lire nous aide à penser le rapport entre littérature et politique. Et c'est ce rapport que nous aimerions tenter de cerner. Alors, ces maîtres, Simon Leys, le sens commun, la Common Decency d'Orwell, etc., c'est très politique. Ce que je veux dire, ça me rappelle George Orwell.
Oui, c'est ça, George Oui, Orwell, exactement. Simon Leys, c'était mon meilleur ami, j'ai correspondu avec lui. Je vais publier un livre de notre correspondant, j'ai correspondu pendant 15 ans avec lui, et on a parlé de ça sans arrêt. Donc c'est une chose, vraiment, c'est ça. Pour moi, c'est Orwell hein, qui est très important dans cette histoire. Et donc, et je cite aussi un livre, je tiens à le dire, parce que j'ai lu beaucoup d'essais pour écrire ce livre, j'en ai lu 40 sur la bêtise. La plupart semblent des preuves par l'absurde, mais je cite surtout l'encyclopédie de la stupidité de Mathis van Boxel, qui est un livre extraordinaire, et dont la phrase phare est « Nul n'est suffisamment intelligent pour comprendre sa propre bêtise ». Et voilà, je trouve ça extrêmement intelligent, ce paradoxe. Et il adore jouer avec les paradoxes. Et c'est ça, ce problème, c'est les gens qui ne se méfient pas d'eux-mêmes. Je trouve ça terrible. Et moi, en tant que sportif, j'ai su à quel point la forme physique est une chose difficile à convoquer. C'est très difficile, parce que ça demande vraiment de se connaître très très bien. Mais à mon avis, il en est de même pour la forme mentale. Il est absolument évident que, et j'en fais la preuve, on est très brillant au début d'un discours et très faible à la fin, on devient carrément idiot. Enfin, je veux dire, c'est étonnant comme dirait Montaigne, de coudre à vie à quelqu'un il est supérieurement intelligent ou ceci ou cela. Parce que, comme le dit, et je le cite dans mon livre, comme le dit Sartre, tout homme est bête à ses heures comme tout homme est mortel. Et c'est ces heures-là qu'il faudrait examiner pour être réellement intelligent, c'est de comprendre à quel point on est stupide, à quel point et à quel moment surtout on est stupide. Moi, je sais parfaitement à quel moment je suis stupide. Et le jeu d'échecs m'a beaucoup servi à ça. C'est-à-dire, j'ai compris que je présumais toujours de ma position. Je crois toujours avoir une position dominante, et en fait, pas du tout. Donc... Mais en même temps, la difficulté, par rapport justement à la question de la politique, vous preniez l'exemple sportif. Le grand sportif, il n'y a pas de grand sportif qui ne soit très intelligent. Moi, j'ai écrit sur la Formule 1 beaucoup, je la connais de l'intérieur, donc je vois bien ce que vous expliquez pour le sport. Et au fond, il faut être aussi décisif quand on fait du sport. Quand à un moment, on envoie telle balle de telle façon, qu'on monte au filet, hein, vous connaissez ça mieux que moi. Moi, je peux vous parler de certains dépassements ontologiques de Senna sur un tel, etc. Bon, ben, il y a un moment décisif. Et qu'est-ce qui se passe psychiquement? La pensée va extrêmement vite, mais c'est une intuition qui est en fait, quand on la détaille après, nous autres spécialistes de tel sport, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'analyses possibles à partir de là. Donc, c'est une intelligence. C'est exactement l'intuition. L'intuition qui fait la littérature, mais qui fait aussi le grand homme d'État. Tocqueville dit à un moment que le grand homme d'État, c'est celui qui, regardant la mer, perçoit les courants profonds qui remonteront à tel moment. Et c'est celui-là qui va justement faire la décision, et donc prendre des décisions à court terme en fonction de cette vision-là. C'est fascinant à observer, d'ailleurs. Mais cette vision-là, elle ne vient aussi, c'est pas comme l'oiseau chante, hein, ça vient après beaucoup d'entraînement. Voilà. Beaucoup d'entraînement. Donc c'est pour ça que, je raconte une histoire, pas dans ce livre-là, oui. mais moi, j'ai donc eu un la ami, nature se travaille par la culture. J'ai un ami qui était un champion de squash, qui était extraordinaire, il partait toujours du bon côté et tout ça, et il avait aussi été pilote de chasse dans l'armée de l'air. Ouais. Et il était passé dans le civil. Et un jour, on a un tournoi de squash ensemble dans sa voiture de sport. Et il se trouve qu'à un moment, on est sur l'autoroute dans une file de voitures qui se suivaient à 130 les unes derrière les autres à 10 mètres. Et d'un seul coup, avec un réflexe que j'ai pas très bien compris, il s'est garé sur la voie d'arrêt d'urgence. Comme ça, très vite. Il dit, tu sais... Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, tu sais, nous, dans l'aviation, on est habitué à prendre des décisions dans les 5 secondes, parce que sinon... moins que ça. Oui, moins que ça. Et il me dit, en fait, c'était une mauvaise configuration, je l'ai senti. Et puis on reste là 2-3 minutes, on repart, 5 km plus loin, et la gendarmerie, les ambulances, les 5 voitures s'étaient embouties les unes dans les autres. Donc ça c'est voilà cette forme d'institution. Elle est fondée en fait sur un savoir. Voilà. Mais c'est un autre savoir que le raisonnement logique. Mais justement, est-ce que la littérature, quand elle parle de politique, n'est pas détentrice d'un savoir qui, justement, permet de voir la politique autrement? Pour avoir fréquenté des hommes politiques, je suis vraiment affligé par le fait que beaucoup d'entre eux, aujourd'hui, ne voient plus la nécessité de faire appel à la littérature. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que la littérature nous permet non seulement de mettre la politique à distance, mais de comprendre comment la décision politique se prend, et au fond, ce qui se passe dans le rapport qu'il y a entre le politique et la situation dans laquelle il est, l'homme politique et la situation dans laquelle il est. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une question qui est posée aujourd'hui par le fait que beaucoup de nos hommes politiques, pour certains d'entre eux sympathiques,
pour autant, n'ont absolument plus la possibilité de comprendre ce qui se passe, parce qu'ils ne disent pas littérature. Mais oui, mais il n'y a pas d'atelier de menuiserie et de mécanique à l'ENA. C'est quand même dommage. Ouais. Ou même de... Non, c'est pas de menuiserie qu'il faudrait... Oui, enfin, je veux dire... de littérature. Mais, non, il se prive d'armes, parce qu'il est évident qu'un individu ne pouvant faire le tour des expériences humaines possibles, et ne pouvant vivre toutes les configurations dans lesquelles ce savoir pourrait être opérationnel, il est évident que les hommes politiques qui n'ont pas lu se privent, y compris d'un savoir élémentaire sur la psychologie de ceux qui les entourent, les peuples, leurs conseillers... Enfin, on ne va pas reprendre l'exemple toujours sempiternel du dernier président, mais enfin, c'est un exemple qui m'est cher néanmoins. C'est que s'il avait lu, je ne sais pas, Barbé d'Aurevilly, La vengeance d'une femme, s'il avait lu Shakespeare ou les tragiques grecs, il n'aurait jamais pu penser que X ou Y ne le trahirait pas, ou que, voilà, bon, des choses comme ça, c'est élémentaire. Il y a une immaturité, ce qui est fascinant, vous avez tout à fait raison, il y a une immaturité certains hommes politiques, notamment François Hollande, qui n'a pas la dimension psychologique pour la fonction. Hein, comme disait le peuple. Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il n'a pas été stimulé par la littérature. Il n'a pas su trouver. Il ne lisait pas. On a vu le résultat. Il ne lisait pas. Et Cécile, il fait allusion d'ailleurs dans son roman. Sarkozy, c'est encore pire. Ah non, mais Sarkozy au moins avait l'hommage du vice et la vertu. Lui, il ne savait même pas qui était Barthes. Il se mettait Barthès. Oui, non, mais au moins il se mettait à le lire. Barthès, non, jamais. Mais il y a un autre aspect quand même que je... Quentin Lafay, vous vouliez dire quelque chose? Allez-y, Quentin. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des hommes politiques qui n'ont pas lu. La question, c'est que le système ne valorise plus les hommes politiques qui lisent. Oui, c'est vrai. Parce que simplement, le système ne laisse plus aux hommes politiques le temps de lire. Ah, voilà. Alors, je voulais... On est dans... Ouais, ça, c'est exactement ça. Non, pardon. Non, je vous passe le relais. Non, parce que le temps, voilà. Parce que ce que je raconte dans mon histoire, c'est l'histoire du type ce vieillard qui nous reçoit à Vaune-Romanée, dans son château, et qui possède un grand cru de vin. En fait, je peux le dire, son nom, je crois, il avait 87 ans à l'époque. Non, je ne vais pas dire son nom. Et il le reçoit dans son chai, quoi. Et il se plaint du fait qu'autour de sa propriété, maintenant, c'est un désert de vignes. Il me dit, il n'y a même plus de pêcher de vignes dans le temps. Avant, il y avait des petits bosquets et tout. C'est un désert de vignes, c'est un peu triste. Et il y avait un géographe qui était avec nous et qui lui explique que le remembrement était une chose épouvantable. Que ça a été fait n'importe comment. Quelqu'un lui objecte qu'il fallait bien moderniser. Oui, il dit, mais de toute façon, c'était fait n'importe comment. Et puis moi, j'y vais de mon petit couplet en disant que j'avais entendu une émission où Edgar Pisani expliquait que c'était... Pour lui, le gros problème de sa vie, il n'endormait pas la nuit, il se réveillait tellement, il s'est rendu compte que c'était une gabegie, la façon dont le remembrement a été conduit, et que c'était lui qui l'avait en charge. Et quand on lui demande, et à quoi est-ce que vous attribuez cette erreur que vous avez faite et tout, il dit à la formation que j'ai reçue dans les grandes écoles. C'est Pisani qui l'a dit. Hein. Et alors, j'y vais de mon petit couplet, et puis il y a une sorte de silence, et d'un seul coup, le vieillard, très bel homme et tout ça, nous dit... eh bien, c'est moi qui était chef de cabinet du général de Gaulle à l'époque, et c'est moi qui ai mis en place, et Edgar Pisani l'a fait sous mes ordres, le remembrement. Alors, il y a un silence, puis bon, tout ça. Hein. Et puis, au moment de partir, tout le monde s'en va, on était une dizaine, il nous retient, le géographe et nous, par la manche, et il nous dit, vous savez, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le remembrement, ça va me faire beaucoup réfléchir, parce qu'il se pourrait bien que vous ayez raison. En premier, je me suis dit, c'est une parole de diplomate et tout ça. Non, je l'ai bien regardé, il était sincère. Et ma conclusion, c'est que je crois que c'est la première fois de sa vie qu'il avait le temps de réfléchir posément à la question. Le reste du temps, il est tellement pris par les querelles politiques intestines. Oui, mais ce n'est pas seulement une question de temps, c'est une question de motivation. Parce qu'on ne peut pas toujours dire le temps. Est-ce qu'on peut réfléchir aux finalités de l'action politique? C'est-à-dire, quand on est politique, est-ce qu'on va abandonner les finalités de l'action politique? C'est ça la question qui est posée. Et finalement, aussi bien dans le roman de Cécile Gilbert que dans celui de Quentin Lafay, on se rend compte de gens qui sont pris par le temps, mais aussi qui ne réfléchissent plus à la motivation profonde pour laquelle ils ont embrassé cette carrière. Moi, je veux bien entendre le fait que c'est des gens comme les autres, qui ont aussi le sens du bien public et tout ça. Mais ces gens qui ont le sens du bien public oublient de penser à comment fait-on pour faire le bien public. Parce que je pense que je pense qu'assez matériellement, il faut du temps quand même pour penser ça. Et quand on est plongé dans une dictature de l'urgence permanente, c'est ce que je voulais dire, quand on n'a pas d'interstice, d'interlude pour réfléchir, pour lire. Moi, j'ai travaillé pour un ministre qui lisait énormément, en tout cas qui passait beaucoup de temps à lire. Et un jour, on lui a demandé s'il
s'il avait le temps de lire, s'il avait le temps de lire encore autant de romans qu'au cours de sa vie d'antan. Un ministre qui lisait des romans, donc. Ouais. Oui, ça c'est une histoire Des très romans intéressante. et beaucoup Vous de devriez en faire un philosophie. roman parce que ça c'est intéressant. Et il y en a. il a eu une très belle réponse. Il a dit, alors j'ai beaucoup moins de temps qu'avant pour lire. En revanche, il y a quelque chose qui me rassure, c'est que chaque jour, ça me manque. Et donc, il y a quand même cette question matérielle du temps. Oui, mais regardez, ce qui a été moi, énormément frappé, et je l'ai partagé avec plusieurs amis, c'est que quand Barack Obama a quitté la présidence des États-Unis, il a donné une interview très importante à un média américain où il est revenu sur l'importance qu'avait eu pour lui, durant l'exercice de son mandat, d'un certain nombre de livres, des romans, des essais. Et nous avions là donc un président intellectuel et féru de culture et de pensée qui a pu tout à fait mener son mandat. Je pense que c'est toujours possible. Pourquoi c'est possible, bien entendu. C'est bien sûr toujours possible. Et après, c'est l'antagonisme que Quand on est Bergson... tout le temps dans les avions et tout le temps dans Pas les du déplacements. Mais dans les avions, on peut lire. dans les avions, Ouais, vous pensez on voit Mitterrand lisait constamment dans les avions en Je train pense de qu'un lire. président- Mitterrand lisait de la vraie littérature. Mitterrand lisait de la vraie Il lisait les littérature. Rougon-Macquart je pense dans qu'un les avions. président comme, par exemple, Non, le nouveau c'est président que parce que nous moi, j'arrive avons, pas qui à veut lire être les avions. jupitérien, redevenir vertical, éloigner les médias et tout, est tout à fait capable de manier la déconnexion à bon escient. Moi, je crois C'est cet antagonisme que Bergson marque très bien entre ce qu'il va l'espace-temps et la durée pure. C'est-à-dire qu'il faut savoir à un moment changer de temporalité pour se mettre dans les conditions du lecteur, la durée pure, ou a fortiori les conditions du créateur, de l'écrivain, etc. Ce sont deux moments du temps qui sont quand même très antagonistes. Et c'est vrai que ça ne doit pas être facile, mais c'est possible, la preuve. Oui. Non, parce que vous parlez de domination de l'urgence. Mais qu'est-ce que c'est cette domination de Dictature l'urgence? de l'urgence. Pardon? La dictature dictature de de l'urgence, oui. Ben, cette dictature de l'urgence, est-ce qu'on peut y échapper? Moi, si vous voulez, souvent, les urgences ne sont pas des urgences. Je ne sais pas si vous êtes frappé par ça. Moi, dans ma toute petite vie, il m'arrive qu'il y a des gens qui m'appellent « C'est urgent, c'est urgent !» Puis on se rend compte que c'est pas urgent du tout. Alors, qu'est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que finalement, l'urgence, c'est pas psychologiquement un moment qui fait pression et qui empêche effectivement de penser? Est-ce que le politique n'est pas soluble dans l'urgence, justement? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui fait que le politique s'étiole dans une forme d'urgence permanente? Une anecdote, c'est quand le général Patton remonte victorieusement en défaisant les Allemands. À un moment, il investit Venise et il y a un passage de pouvoir qui va être temporel. Ouais. Et il arrive dans la mairie de Venise et le vieux maire italien lui dit « Écoutez, je vous ai préparé un cadeau. Vous voyez ce gros galet là, qui est là, je l'ai ramassé sur la plage du Lido. Alors je vais vous dire comment en user. À chaque fois qu'une lettre arrive estampillée ou urgent, vous la mettez sous ce galet et vous n'y touchez plus. Et vous verrez que pour les affaires italiennes, tout va mieux se passer. Grand principe, et ça ça va, marche. Et ça marche. J'ai essayé quand j'étais en entreprise. D'ailleurs, le proverbe favori de Mitterrand était un proverbe espagnol, hein, donner du temps au temps. Une Cervantes. C'est ça, c'est la durée. Mais donner du temps au temps, justement, vous en parliez. c'est refuser d'une certaine façon l'urgence. Mais oui, c'est refuser l'urgence. bien sûr. Mais Voilà. Antoine, je pense que Et sa ce dictature. mot d'urgence que vous pointez à juste titre, cette maladie de l'urgence, est un des ressorts typiques du divertissement par rapport à la question métaphysique dont je parlais. Oui, Tout à fait. Tout à fait. Du Oui, refoulement. ça empêche de vrai. penser. Et vous voyez que c'est extrêmement concret. Hein, C'est pour ça que moi, dans beaucoup de discussions qu'il m'est arrivé d'avoir avec des politiques, je privilégie toujours l'interrogation et la pensée, en disant « mais quand est-ce que vous pensez ?» Et c'est très curieux. Alors évidemment, d'abord, il te dit « mais on pense tout le temps, parce qu'on pense ceci, on pense cela, on pense ce qu'on organise, etc. » Mais c'est pas ça, penser. C'est la pensée Pour aller- calculante, c'est pas c'est- la pensée méditante. Voilà, c'est pas la pensée Ça serait méditante, méditer, oui, exactement. c'est ça. Méditer, bien sûr. prendre de la distance. Mais il faut leur dire qu'il faut absolument qu'ils prennent de la distance, c'est essentiel. Ils peuvent plus. pourquoi ils peuvent plus? Ah non, ils peuvent plus. Quoi. C'est le système qui, je veux dire... Je pense que les plus intelligents d'entre eux le peuvent. Moi, je pense aussi, mais ça demande beaucoup de courage. Hein, Le dernier, c'était Churchill, qui faisait de l'aquarelle. Donc, Et puis, Et qui a écrit un livre qui a eu le prix Nobel de Oui, je littérature. Qui sait que Ah, c'est une Churchill œuvre, a eu un prix Nobel en de 53, littérature? hein. et donc, 53. 53. donc j'ai découvert C'était un prix de dernièrement... consolation. C'était un prix de consolation? Il voulait la paix. Mais d'accord, mais il a eu la littérature. Et Non, c'est non, pas mais rien. bien écrit. Hein, Non, non, il est formidable. Son livre. Il y a plusieurs livres de lui. Hein. Ouais. Moi, j'ai lu plusieurs livres de Churchill. oui, je c'est bien. trouvais que c'est un bonheur. C'est mémoire remarquable. C'est un bonheur d'écriture. Super. C'est formidable. Donc des politiques, Bah, c'est le donc plus- des c'est politiques probablement le peuvent. plus grand homme politique du XXe C'est pas la siècle. même Oui, époque, oui, si je peux me- absolument.
Et dernièrement, j'ai lu cette phrase extraordinaire, parce que je viens de lire le bouquin encore d'Olivier Rey, qui s'appelle, que je vous recommande, Quand le monde s'est fait nombre, où il explique à quel point les statistiques sont quelque chose qui nous mentent sans arrêt, puisqu'il faudrait toujours étudier comment elles ont été faites, dans quel esprit étaient faites, dans quelle interprétation, et tout ça. Et il y a le mot de Churchill qui dit « Je n'ai confiance que dans les statistiques que j'ai trafiquées moi-même ». Donc, c'est extraordinaire. Ça mérite d'être clair. Bon, ben, je vous remercie tous les quatre. Alors, je voudrais rappeler le titre du livre de Cécile Guilbert, c'est Les Républicains, publié chez Grasset. Le titre du livre de Quentin Lafay, c'est La Place Forte, publié chez Gallimard, et c'est un premier roman. Et puis, les deux livres dont nous avons parlé de Jean-Philippe Domecq, Qu'est-ce que la métaphysique fiction et Deuxième chambre du monde. Et puis un livre que je n'ai pas lu de Jean-Philippe Domecq, mais il en écrit tellement que je ne peux pas tout lire, qui vient de sortir, Exercice autobiographique dans les portraits de la bibliothèque, c'est ça? Et ça vient de sortir. Et puis un livre qui s'appelait Le livre des jouissances, chez Pocket, aussi de Jean-Philippe Domecq. Et Denis Grostanovitch est l'auteur de ce livre, que je ne saurais trop vous conseiller pour le discuter, le critiquer, Le génie de la bêtise. Merci à tous. Merci. Merci.